Les Africains ont-ils créé Moïse? Cette question fait trembler les couloirs des universités les plus conservatrices du monde. En 2019, des archéologues ont découvert des papyrus égyptiens mentionnant un chef nommé Moshe, 300 ans avant l'époque biblique supposée de Moïse. Le choc fut immédiat. Et si tout ce que nous savons sur l'une des figures les plus influentes de l'humanité n'était qu'une version adaptée d'une histoire bien plus ancienne et bien plus africaine? Imaginez découvrir que l'homme qui aurait reçu les 10 commandements, libéré un peuple de l'esclavage et façonné 3 des plus grandes religions du monde, a en réalité vu son histoire empruntée à des chefs africains ayant vécu des siècles auparavant. Cette révélation remet en question non seulement notre compréhension de l'histoire religieuse, mais ébranle aussi les fondations mêmes de notre interprétation de l'origine de la civilisation occidentale. La découverte a commencé de manière presque accidentelle. La docteure Amara Okonkwo, archéologue nigériane travaillant dans la vallée des rois, a trouvé des fragments de papyrus dans une tombe secondaire ignorée depuis des décennies. Les hiéroglyphes parlaient d'un chef nubien nommé Moshe Kare, qui avait conduit son peuple à travers le désert, reçu des révélations divines sur une montagne sacrée et établi des lois pour régir sa société. La datation au carbone fut catégorique, 1600 avenue. Jésus-Christ, bien antérieure à la datation biblique traditionnelle de Moïse. Mais voici le premier mystère qui nous accompagnera. Pourquoi ces découvertes ont-elles été systématiquement dissimulées ou minimisées par la communauté universitaire dominante? Pourquoi les revues prestigieuses refusent-elles de publier des recherches reliant les figures bibliques à des origines africaines? La réponse pourrait être davantage liée au pouvoir et à la politique qu'à la science. Les parallèles sont terriblement précis. Moshe Kare, selon les textes nubiens, est né durant une période d'oppression, fut sauvé des eaux étant bébé, grandit à la cour royale, tua un oppresseur, s'enfuit dans le désert, eut une vision divine sur une montagne en feu, retourna pour libérer son peuple, ouvrit les eaux pour le passage et reçut des tables de pierre contenant des lois divines. Chaque élément de la narration de Moïse était déjà présent dans la tradition nubienne des siècles auparavant. Mais la ressemblance va au-delà des événements. Les 10 commandements eux-mêmes trouvent des échos surprenants dans le Code de Maha, ensemble de principes éthiques égyptiens datant d'au moins 2000 avenues. Jésus-Christ, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Tous ces préceptes étaient déjà fondamentaux dans la civilisation africaine bien avant leur apparition dans les traditions hébraïques. Cela soulève une question troublante. Combien d'autres révélations divines furent en réalité des adaptations de sagesse africaine ancestrale? L'implication est dévastatrice pour le récit traditionnel. Si Moïse s'est inspiré, ou fut directement copié, de chefs africains antérieurs, cela signifie que la fondation morale et juridique du judaïsme, du christianisme et de l'islam possède des racines profondément africaines. 3 milliards de personnes suivent aujourd'hui des religions dont les bases pourraient avoir été créées par des civilisations noires, plus tard effacées de l'histoire officielle. Le deuxième mystère émerge lorsque nous analysons les textes bibliques eux-mêmes. La Bible décrit Moïse comme ayant épousé une femme cushite, c'est-à-dire éthiopienne. Elle le décrit comme étant confondu avec un Égyptien. Elle relate qu'il passa 40 ans dans le désert africain avant sa mission. Pourquoi alors l'iconographie occidentale l'a-t-elle toujours représenté comme un homme blanc aux yeux bleus? Pourquoi ces connexions africaines ont-elles été systématiquement ignorées? La résistance académique à ces découvertes révèle quelque chose de profond sur la manière dont nous construisons notre histoire. Les universités européennes et américaines, souvent fondées grâce à l'argent de la traite des esclaves, ont intérêt à maintenir des récits présentant l'Afrique comme une réceptrice de civilisation et non comme sa créatrice. Reconnaître que des figures fondamentales de la pensée occidentale pourraient avoir une origine africaine défie 5 siècles de suprémacisme intellectuel. La docteure Okonkwo a reçu des menaces de mort après la publication de ses découvertes. Son financement fut coupé. Ses conférences furent annulées. Ce schéma se répète chez d'autres chercheurs établissant des connexions similaires. L'archéologue Dr Sarah Johnson, de l'université d'Oxford, a vu sa recherche sur les influences nubiennes dans la religion hébraïque rejetée par cette revue différente, tout invoquant un manque de rigueur méthodologique. Une rigueur jamais remise en question quand elle est appliquée à des théories privilégiant des origines européennes. Mais peut-être le plus choquant est-il de découvrir que cette suppression n'est pas nouvelle. Depuis le XVIIIe siècle, des explorateurs européens ont rapporté avoir vu dans d'anciens temples éthiopiens des représentations de personnages rappelant ceux de la Bible. Ces récits furent archivés et oubliés. Des manuscrits éthiopiens contenant des versions différentes des histoires bibliques furent catalogués comme des curiosités et enfermés dans les sous-sols des musées. Le troisième mystère qui nous entra est celui-ci. Si l'histoire de Moïse a des origines africaines, combien d'autres figures fondatrices de la civilisation occidentale furent inspirées par des personnalités africaines oubliées? Et pourquoi ce savoir a-t-il été si farouchement protégé des masses? La découverte de la docteure Okonkwo n'est pas un cas isolé.
Elle fait partie d'un schéma plus vaste d'effacement historique. Les mathématiques que nous utilisons, la médecine que nous pratiquons, la philosophie que nous étudions, tout ont des contributions africaines fondamentales systématiquement attribuées à d'autres peuples. Le cas de Moïse n'est peut-être que la pointe d'un gigantesque iceberg historique. Si vous commencez à remettre en question tout ce que vous avez appris sur l'histoire et la religion, vous n'êtes pas seul. Ce voyage de découverte promet de révéler des vérités qui pourraient à jamais changer notre perception du passé, et donc de notre présent. Et si vous appréciez cette enquête qui défie les vérités établies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque révélation choquante encore à venir. La question qui demeure est la suivante. Si Moïse a été créé par les Africains, que faut-il encore réécrire dans notre histoire? La réponse pourrait être plus radicale que tout ce que nous pouvons imaginer. Les preuves ont commencé à s'accumuler de manière implacable. Le docteur Kwame Asante, linguiste à l'Université du Ghana, a découvert que le nom même de Moïse n'a pas d'origine hébraïque, contrairement à ce qu'on nous a toujours enseigné. Le mot dérive de Mose ou Mé, signifiant enfant en ancien égyptien, souvent utilisé dans des noms pharaoniques comme Toutmose et Ramsès. Mais voici un retournement inattendu. Des archives nubiennes montrent que Moshe était un titre honorifique donné au chef spirituel et non un nom propre. Cela signifie que nous ne parlons pas d'une personne spécifique, mais d'une tradition de leadership qui existait en Afrique depuis des millénaires. Cette découverte a complètement changé le champ de bataille. Il ne s'agit plus de savoir si Moïse était africain. Nous découvrons que Moïse était un concept africain qui a ensuite été personnalisé et approprié par d'autres cultures. C'est comme découvrir que Christ n'était pas le nom de famille de Jésus, mais un titre qui existait déjà dans d'autres traditions bien avant le christianisme. Les textes nubiens révèlent quelque chose d'encore plus troublant. Ils parlent d'une école de Mosh, des leaders formés dans des temples spéciaux pour guider des peuples opprimés. Ces hommes étaient instruits en astronomie, médecine, droit et guerre. Ils apprenaient à lire les signes naturels, à prédire les crues du Nil, à résoudre les conflits et à diriger des migrations massives à travers le désert. C'était une institution, et non un individu miraculeux. Le papyrus le mieux conservé, découvert en 2021 au Soudan, raconte l'histoire de Moshe Anktaoui, qui vécut vers 1750 avenue Jésus-Christ. Sa vie reflète parfaitement le récit biblique, mais avec des détails qui n'apparaissent jamais dans la Bible. Il naquit pendant une persécution des Nubiens en Égypte, fut sauvé par une princesse qui l'éleva au palais, tua un contremaître qui battait des esclaves nubiens, s'enfuit aux couches, épousa la fille d'un prêtre, eut une vision divine sur le mont Jebel Barkal, considéré comme sacré depuis plus de 3000 ans, et revint pour conduire son peuple vers sa terre natale. Mais le quatrième mystère émerge ici. Pourquoi les Hébreux auraient-ils choisi spécifiquement ce récit nubien adapté? La réponse réside dans ce que les historiens appellent le traumatisme culturel collectif. Pendant la captivité babylonienne, vers 586 avenue Jésus-Christ, les Hébreux avaient désespérément besoin d'un récit de libération. Ils avaient accès aux histoires nubiennes par des contacts commerciaux et diplomatiques, et ces récits leur offraient exactement ce qu'ils cherchaient, un modèle éprouvé pour échapper à l'oppression et former une nouvelle nation. Le deuxième retournement se produit lorsqu'on analyse la chronologie. La tradition juive situe Moïse autour de 1300 avenue Jésus-Christ, mais aucune preuve archéologique égyptienne ne soutient un exode massif à cette date. L'Égypte était à son apogée, avec des archives méticuleuses de tout événement. Il n'y a aucune mention de plaies, d'évasion d'esclaves ou de poursuite à la mer Rouge. Mais si l'on remonte à 1750 à 1600 avenue Jésus-Christ, période des récits nubiens, on trouve de nombreuses preuves de migration massive, de conflits entre l'Égypte et la Nubie, et de changements climatiques forçant des peuples entiers à se déplacer. Le docteur Fatima Al-Rachid, de l'Université du Caire, a fait une découverte qui a laissé même les sceptiques sans voix. Elle a trouvé des archives égyptiennes décrivant les disciples de Moshe Kar comme un groupe de réfugiés nubiens ayant traversé une partie peu profonde de la mer Rouge pendant une marée exceptionnellement basse causée par un tremblement de terre. L'événement fut enregistré comme un miracle des dieux, car le timing était parfait pour la fuite, mais absolument désastreux pour les soldats égyptiens qui les poursuivaient et furent pris par la marée montante qui suivit. Ce document, daté de 1680 avenue Jésus-Christ, décrit des événements presque identiques à ceux de l'Exode biblique, mais avec 700 ans d'avance. La différence? Les protagonistes sont clairement identifiés comme nubiens, non hébreux. Et le chef est décrit comme un prince noir d'une grande sagesse qui parlait avec les dieux. La résistance à ces découvertes a été féroce, mais aussi révélatrice. Lorsque le docteur Al-Rachid a tenté de présenter ses découvertes à la conférence d'archéologie biblique de 2022, sa présentation fut annulée à la dernière minute. La justification officielle fut des conflits d'agenda,
Mais des courriels divulgués ont révélé que la véritable raison était la pression exercée par des mécènes religieux conservateurs menaçant de couper les financements. Le moment le plus émouvant et angoissant arriva lorsque le docteur Okonkwo parvint à déchiffrer complètement les commandements de Moshe Kare. Il n'était pas 10, mais 42 principes régissant la vie nubienne. Parmi eux, on trouve des versions plus anciennes et plus détaillées des commandements que nous connaissons, mais aussi des principes sur la justice sociale, la protection de l'environnement et l'égalité des sexes qui étaient révolutionnaires pour l'époque. « Tu ne prendras pas plus de la terre que ce que tu peux lui rendre », disait l'un. « Tu ne feras pas de distinction entre hommes et femmes dans l'application de la justice », proclamait un autre. « Tu protégeras l'orphelin et la veuve comme s'ils étaient tes propres enfants », ordonnait un troisième. Ces principes nubiens étaient plus progressistes que de nombreuses lois modernes, suggérant une civilisation bien plus avancée que nous ne l'avons jamais imaginée. Mais peut-être la découverte la plus choquante est celle des « écoles de sagesse » nubiennes. Des textes récemment traduits révèlent qu'il existait des universités à Méroé, Napata et Kerma où l'on enseignait la philosophie, les mathématiques, la médecine et l'éthique il y a plus de 4000 ans. Les « moches » étaient diplômés de ces institutions et leurs enseignements étaient systématiquement préservés et transmis de génération en génération. Une lignée ininterrompue de savoir africain qui fut ensuite fragmentée, appropriée et reconditionnée par d'autres cultures. Ce que nous appelons aujourd'hui la « sagesse biblique » pourrait en réalité être des fragments d'un système éducatif africain millénaire, démantelé par les conquérants successifs de la Nubie. L'implication est terrifiante pour ceux qui ont bâti leur identité sur la supposée suprématie intellectuelle européenne. Si les fondements moraux et juridiques de la civilisation occidentale ont une origine africaine, tout le récit de la mission civilisatrice européenne s'effondre. Ce ne sont pas les Européens qui ont apporté la civilisation à l'Afrique, c'est l'Afrique qui a donné la civilisation au monde, y compris à l'Europe. Le conflit n'est désormais plus seulement académique. Il est existentiel. Il concerne qui nous sommes, d'où nous venons et qui a le droit de raconter notre histoire. Et les prochaines révélations promettent d'être encore plus dévastatrices pour les récits que nous avons construits sur nous-mêmes. En mars 2024, tout a changé. Le docteur Okonkwo et son équipe ont fait la découverte qui allait à jamais bouleverser notre compréhension de l'histoire religieuse. Dans une chambre secrète sous le temple de Jebel Barkal, au Soudan, ils ont trouvé ce qu'aucun archéologue n'espérait, les tablettes originales des commandements nubiens, gravées dans du basalte noir il y a plus de 3800 ans. Mais ce ne sont pas seulement les tablettes qui ont provoqué un séisme académique. C'est ce qui y était gravé. 42 principes écrits en 3 langues, ancien nubien, égyptien hiéroglyphique et proto-hébreu. Le proto-hébreu était surimprimé sur les 2 autres, manifestement ajouté des siècles plus tard. C'était la preuve matérielle irréfutable que les Hébreux avaient littéralement copié et adapté des textes sacrés africains. La réaction fut explosive. Le Vatican émit une déclaration officielle mettant en doute l'authenticité des découvertes. Des dirigeants évangéliques américains organisèrent des boycotts contre les universités soutenant la recherche. Le gouvernement israélien tenta d'empêcher la publication des résultats, arguant qu'il déstabiliserait la région. Mais la vérité s'était déjà répandue. La docteure Sarah Johnson, qui avait été réduite au silence pendant des années, eut enfin sa revanche. Elle révéla détenir des documents secrets des archives du Vatican, datant de 1923, qui attestaient déjà des origines africaines des récits bibliques. L'Église le savait depuis 100 ans et avait délibérément supprimé ces informations. Le scandale fut immense, mais il n'était encore rien par rapport à ce qui allait suivre. La 5e révélation arriva par des analyses ADN de momies nubiennes découvertes dans la région de Moshe Kare. Les résultats furent choquants. Ces momies partageaient des marqueurs génétiques spécifiques avec des populations juives éthiopiennes actuelles, les Falachas. Ce n'était pas seulement une connexion culturelle, c'était une connexion sanguine directe. Les Falachas n'étaient pas des Juifs ayant migré en Afrique. Ils étaient les descendants directs des Nubiens originels qui avaient créé les récits devenus le noyau du judaïsme. Mais nous voici au point culminant de toute cette enquête. Le docteur Kwamazante fit une découverte qui changeait tout. Dans des archives coloniales britanniques de 1890, il trouva des photographies de manuscrits éthiopiens confisqués et envoyés à Londres. Ces écrits, rédigés en guèze ancien, contenaient des versions complètes des histoires de Moïse antérieures à tout texte hébreu connu. Le plus impressionnant est que ces manuscrits éthiopiens ne présentent pas Moïse comme un libérateur d'esclaves en Égypte, mais comme le dernier d'une lignée de rois prêtres nubiens qui avaient résisté à la domination égyptienne pendant des siècles. Le récit était complètement différent. Moshe Kare n'était pas un réfugié, mais un prince nubien ayant reconquis ses territoires ancestraux et établi un royaume indépendant dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan. La version éthiopienne évoquait une guerre de libération de 40 ans, pas une fuite à travers le désert. Elle parlait d'alliance avec des tribus bédouines,
de stratégies militaires sophistiquées et d'un système juridique avancé garantissant l'égalité homme-femme. C'était une histoire de victoire africaine, pas de migration désespérée. Cette révélation explique enfin notre troisième mystère. Pourquoi l'iconographie occidentale a toujours représenté Moïse comme blanc? Parce qu'accepter sa négritude signifierait admettre que la civilisation occidentale doit ses bases morales et juridiques à un roi africain victorieux, non à un réfugié humble. Il faudrait reconnaître que l'Afrique n'a pas seulement contribué à la civilisation mondiale, elle l'a dirigée. Le docteur Al-Rachid fit alors la connexion finale. Elle découvrit dans des archives égyptiennes une série de défaites militaires humiliantes pour les armées noires du Sud, entre 1800 et 1600 avenues. Jésus-Christ. Ces récits avaient été délibérément omis des traductions officielles car ils démontraient que l'Égypte, souvent présentée comme le summum de la civilisation ancienne, avait été à plusieurs reprises vaincue par des royaumes africains encore plus avancés. Le moment le plus marquant survint lorsque l'équipe traduisit entièrement les « Annales de Moshe Kare ». Le texte révélait non seulement un leader militaire et spirituel, mais un véritable renaisseur africain, mathématicien, astronome, philosophe, législateur et poète. Ses écrits en astronomie anticipaient des découvertes revivifiées seulement au XVIe siècle. Ses traités médicaux décrivaient des interventions chirurgicales redécouvertes au XIXe siècle seulement. Mais la découverte qui fit pleurer le docteur Okonkwo fut celle-ci. Gravée sur les pierres du temple, elle trouva ce qu'elle ne s'attendait pas, les véritables 10 commandements originaux. Ce n'étaient pas des interdictions, mais des affirmations positives. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu protégeras la terre comme ta mère. Tu chercheras justice pour l'opprimé. Tu enseigneras à tes enfants à honorer tous les peuples. C'était une philosophie d'amour et d'inclusion, non de peur et d'exclusion. Une spiritualité célébrant la diversité, non la condamnant. Une moralité fondée sur la compassion universelle, non l'obéissance aveugle. Tout cela créé par une civilisation africaine il y a près de 4 millénaires. La résistance atteignit son apogée lorsque des hackers attaquèrent les serveurs de l'université hébergeant ces données. Des laboratoires furent piratés. Les chercheurs reçurent des menaces de mort. Le docteur Okonkwo dut demander une protection policière. L'establishment académique, religieux et politique mondial se mobilisa pour étouffer des découvertes menaçant les bases mêmes de leur pouvoir. Mais il était déjà trop tard. La vérité s'était propagée sur Internet. Les jeunes Africains du monde entier commencèrent à redécouvrir leur héritage ancestral. Les communautés noires des Amériques trouvèrent enfin la connexion historique qui leur avait été niée pendant des siècles. C'était un réveil culturel que plus rien ne pourrait arrêter. Le point culminant survint lorsque des leaders religieux du monde entier furent obligés de se positionner. Certains, courageusement, reconnurent la nécessité de réexaminer les textes sacrés à la lumière des nouvelles découvertes. D'autres redoublèrent dans le déni, créant une scission qui divisera les communautés religieuses pendant des générations. Enfin, la réponse à notre premier mystère devint limpide. Les découvertes furent cachées parce qu'admettre la grandeur intellectuelle africaine aurait détruit 500 ans de narratives suprémacistes justifiant l'esclavage, le colonialisme et l'exploitation continue du continent. Un Moïse africain n'est pas seulement une découverte archéologique, c'est une arme contre le racisme structurel global. La question désormais n'est plus de savoir si les Africains ont créé Moïse. La question est, sommes-nous prêts à accepter que notre histoire a été construite sur un mensonge gigantesque et que la véritable civilisation a commencé là où nous savons tous qu'elle aurait dû commencer? En Afrique, 2 ans après les découvertes initiales, le monde avait changé de façon irréversible. La première grande victoire survint lorsque l'UNESCO reconnut officiellement les sites archéologiques nubiens comme patrimoine spirituel de l'humanité, forçant les gouvernements à protéger et à étudier convenablement ces lieux. Mais la véritable transformation se produisit là où personne ne l'attendait, dans les salles de classe. Des enseignants du monde entier commencèrent à remettre en question les programmes qu'ils avaient enseignés pendant des décennies. Si Moïse avait des origines africaines, que fallait-il encore réexaminer? La réponse arriva en cascade. Imhotep, le véritable père de la médecine, était nubien, non égyptien. Les algorithmes mathématiques que nous attribuons aux Grecs furent d'abord développés à Tombouctou. L'université la plus ancienne du monde ne fut pas fondée en Europe, mais à Sankoré, au Mali, en 989 AP. Jésus-Christ. La docteure Okonkwo, désormais directrice de l'Institut international des études africaines, fit une découverte qui répondit enfin à notre deuxième mystère. Pourquoi les textes bibliques mentionnaient-ils toujours les connexions africaines de Moïse, mais ces passages étaient-ils systématiquement ignorés? La réponse résidait dans des traductions délibérément altérées au fil des siècles. En analysant des manuscrits bibliques en hébreu, en grec et en latin de différentes époques, son équipe découvrit un schéma inquiétant. Des mots décrivant à l'origine Moïse avec des caractéristiques clairement africaines furent progressivement adoucis dans les traductions ultérieures.
Cushite aux Éthiopiens, devint étrangère. Peau brûlée par le soleil, devint bronzée. Cheveux comme de la laine, devint cheveux bouclés. Ce n'était pas un accident. C'était une campagne systématique de blanchiment textuel qui dura plus de 1000 ans, intensifiée pendant la période coloniale, lorsqu'il fallait justifier l'esclavage africain en niant toute grandeur historique au continent. Chaque traduction supprimait un peu plus de l'identité africaine des figures bibliques, jusqu'à ce qu'il ne reste que des échos vagues de leur véritable origine. La découverte la plus révolutionnaire eut lieu lorsque le docteur Al-Rachid trouva la bibliothèque perdue d'Alexandrie, non pas la célèbre bibliothèque grecque, mais une bibliothèque nubienne encore plus ancienne à Kerma, qui avait été enterrée pour la protéger des envahisseurs. Les textes qui y étaient préservés révélèrent que pratiquement tous les grands penseurs de l'Antiquité avaient étudié en Afrique ou auprès de maîtres africains. Pythagore passa 22 ans à étudier les mathématiques en Égypte et en Nubie avant de retourner en Grèce. Platon fut initié aux mystères africains à Memphis. Aristote eut accès à la bibliothèque d'Alexandrie uniquement parce qu'Alexandre le Grand avait conquis l'Égypte et confisqué des textes nubiens. Ce que nous appelons philosophie grecque était, en grande partie, de la philosophie africaine traduite et adaptée. Mais la révélation qui changea tout fut la découverte d'un réseau des « écoles de Moïse » disséminées dans toute l'Afrique ancienne. D'Aksum en Éthiopie à Djenné au Mali, de Carthage en Tunisie au Grand Zimbabwe, il existait des institutions qui préservaient et enseignaient les principes originaux de Moshe Kare. Ce n'étaient pas des écoles religieuses, mais des universités laïques combinant spiritualité, science, art et gouvernance. Ces écoles produisirent une lignée ininterrompue de dirigeants, scientifiques, philosophes et artistes qui maintinrent vivante la tradition intellectuelle africaine, même pendant les périodes les plus sombres de l'histoire du continent. Lorsque les colonisateurs arrivèrent, ils ne trouvèrent pas de sauvages primitifs, mais des civilisations sophistiquées qui menaçaient leur propre sentiment de supériorité. La réaction fut délibérée et brutale. Les bibliothèques furent brûlées, les sages assassinés, les systèmes éducatifs détruits et une campagne de désinformation fut lancée pour convaincre le monde, et éventuellement les Africains eux-mêmes, que le continent n'avait jamais produit quoi que ce soit de valeur intellectuelle. Le docteur Johnson fit alors la découverte qui relia tous les points. Elle trouva dans les archives coloniales britanniques des documents révélant un plan explicite appelé « Opération Tabula Rasa », un effort coordonné entre puissances européennes pour effacer systématiquement l'histoire intellectuelle africaine et la remplacer par des récits justifiant la domination perpétuelle du continent. Le plan fonctionna si bien que même de nombreux Africains crurent que leur histoire avait commencé avec la colonisation. Des générations grandirent sans savoir que leurs ancêtres avaient créé certaines des plus grandes réalisations intellectuelles de l'humanité. Le traumatisme culturel fut si profond qu'il persiste encore aujourd'hui dans de nombreuses communautés. Mais quelque chose d'extraordinaire commença à se produire lorsque ces découvertes furent rendues publiques. De jeunes Africains et afrodescendants du monde entier commencèrent à redécouvrir leur patrimoine intellectuel. Les universités africaines virent leurs inscriptions exploser. Des programmes d'échange furent créés pour connecter la diaspora africaine à ses racines historiques. Le moment le plus émouvant eut lieu lors de la première conférence mondiale Moïse, organisée à Khartoum en 2025. Plus de 10 000 chercheurs, étudiants et activistes de tous les continents se réunirent pour célébrer et étudier l'héritage africain dans la civilisation mondiale. Ce fut la plus grande célébration de l'intellectualité africaine de l'histoire moderne. Le docteur Okonkwo, désormais une figure mondiale, prononça le discours de clôture qui allait définir une nouvelle ère. Elle déclara « Nous avons découvert que Moïse était africain, mais en réalité, nous avons découvert quelque chose de bien plus grand, que la grandeur intellectuelle n'a jamais été le privilège d'aucune race ni d'aucun continent. Elle a toujours existé chez tous les peuples, mais elle a été systématiquement réprimée lorsqu'elle ne servait pas les puissants. » La leçon la plus puissante de ce voyage n'était pas que les Africains avaient créé Moïse. C'était que l'histoire qu'on nous a racontée sur la supériorité et l'infériorité raciale était un mensonge conçu pour justifier l'oppression. Chaque peuple, chaque culture, chaque continent a contribué au développement de l'humanité. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de remplacer une suprématie par une autre, mais de reconnaître l'universalité du génie humain. Les découvertes sur Moïse ont ouvert les vannes à une réévaluation complète de l'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous savons que la Chine ancienne commerçait avec des royaumes africains, que des navigateurs africains atteignirent les Amériques avant Colomb, que la médecine islamique doit beaucoup aux traités médico-nubiens, que l'architecture européenne fut influencée par des techniques développées au Mali. La véritable révolution ne fut pas de découvrir que Moïse était africain. Ce fut de découvrir que l'histoire de l'humanité est bien plus riche, diverse et interconnectée que nous ne l'avions jamais imaginé. Il n'existe pas de civilisation supérieure. Il existe des civilisations interdépendantes qui ont toujours appris les unes des autres.
Le monde est différent aujourd'hui parce qu'une archéologue nigériane a eu le courage de remettre en question des vérités établies. Parce que des chercheurs du monde entier ont refusé d'accepter le silence. Parce que de jeunes gens de toute race ont exigé de connaître la vérité sur leur passé commun. La leçon morale qui se dégage de ce parcours est limpide. La vérité trouve toujours un chemin. On peut supprimer des découvertes, brûler des bibliothèques, faire taire des chercheurs, mais on ne peut pas tuer des idées. L'intellectualité humaine est comme l'eau, elle trouve toujours un moyen de couler. Si cette enquête vous a fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, la religion et la civilisation, alors elle a rempli son objectif. Le savoir ne doit pas nous diviser, mais nous unir dans la célébration de la diversité extraordinaire de l'expérience humaine. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des vérités cachées pendant des siècles, abonnez-vous à la chaîne pour suivre chaque nouvelle révélation qui continue de transformer notre compréhension du monde. Après tout, si nous nous sommes trompés sur Moïse, sur quoi d'autre nous sommes-nous trompés? La réponse pourrait bien être la clé pour construire un avenir plus juste et plus vrai pour toute l'humanité.